Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Mini émission comme on l'a fait précédemment avec Gigi et Kylian sur le design. Et là, on va faire un épisode sur les 3 erreurs UX, les 3 erreurs UX de structure fréquentes en e-commerce. J'ai galéré à trouver le titre du podcast, c'est pour ça que je bug dessus. Et donc, je suis en compagnie de Oriane, qui est chef de projet du coup chez Moon Moon. Ça va ? Ça va super, merci. Et avec Mathieu, du coup, qui est aussi responsable CRO chez Moon Moon et qui nous a rejoint au mois de juin. C'est encore récent. Un ancien de chez Fago, la marque de vêtements, si vous connaissez. Et donc, ils nous ont préparé ces 3 gros points d'erreur UX de structure qu'on voit fréquemment sur les sites. Le point important à comprendre, c'est que les 3 points qu'on va aborder sont assez connus, mais le détail dans lequel on va rentrer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a de grandes chances que vous n'alliez pas dans ce niveau de détail pour éviter des erreurs que vous avez sur votre site. Et je pense que ça devrait vous plaire. Ces 3 points en question, je vais les spoiler direct, mais au moins vous savez de quoi on va parler. On va parler du fil d'Ariane. Et là, vous dites c'est extrêmement chiant, mais pas du tout. On va justement rentrer dans le détail pour montrer qu'on peut faire des choses assez cool avec ça. On va parler des filtres, mais à un autre niveau aussi sur les pages collection. Et on va parler de la réassurance générale. Pareil, c'est plutôt la réassurance sur le parcours client qui doit être complètement différente en fonction des pages sur lesquelles vous êtes. J'ai plus de souffle, je m'arrête de parler. Je vous laisse la parole et on va démarrer du coup avec le fil d'Ariane. Et Mathieu, est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est un fil d'Ariane déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je pense que les gens savent. Globalement, je pense qu'on le connaît pas mal. Le fil d'Ariane, c'est ce qu'on retrouve généralement juste sous notre header, où on va justement voir un petit peu où on en est dans le parcours de navigation, savoir sur quelle fiche produit on est directement, si on est dans une collection ou une sous-collection. Le fil d'Ariane actuellement il est un peu sous-estimé à mon sens parce que c'est quand même quelque chose d'assez indispensable. Finalement quand on arrive sur un site, qu'on vienne d'une campagne d'acquisition payante ou autre, on peut arriver sur une fiche produit ou sur une page de collection, mais peut-être que c'était pas celle-là qui nous attendait, qui nous attirait le plus. Et justement, le fil d'Ariane va permettre justement d'avoir ce petit droit à l'erreur, de se dire ok, c'est pas cette collection-là que je voulais, je retourne dans la sous-collection ou dans la collection mère. Comme ça, je vois ce que j'ai. Ou le produit, c'est pas exactement ce produit-là que j'attendais. Et au moins, je peux aller dans le listing de produits et trouver le bon produit. Pour moi, le fil d'Ariane, c'est un indispensable à avoir au minimum sur les fiches produits et les pages collection, et voir peut-être après sur plutôt les pages de contenu sur le site, le blog, tout ça aussi justement. Quand on a un blog sur lequel on a beaucoup d'articles, au moins on peut ramener aussi peut-être justement vers la thématique générale de l'article qui va nous amener sur d'autres articles qui vont amener potentiellement sur d'autres produits pour pousser à la conversion. Il y a un point là-dessus qui est important, c'est aussi généralement, notamment en termes de design, des fois on est c'est un peu relou, notamment en mobile, de dire où est-ce qu'on le met, ce fil d'Ariane, etc. Donc il y a aussi des astuces de le mettre un peu plus bas sur la page, qui a un peu moins du coup d'utilité en termes d'UX, par contre qui vient répondre, je pense, à des critères SEO que tu avais, je pense que tu voulais évoquer, Oriane. Exactement, c'est vrai que le fil d'Ariane, il a à la fois un intérêt en termes de navigation, mais il est aussi là pour permettre une meilleure compréhension du système de navigation et d'arborescence par les moteurs de recherche. Donc c'est vrai que c'est un peu un indispensable aussi du SEO, surtout si on le structure correctement avec des microdonnées. L'idéal, c'est d'avoir une structure qui récapitule la page d'accueil, la collection, la sous-collection, et puis qui va jusqu'au produit quand on se parle de produit. On peut imaginer une version aussi raccourcie sur mobile, si tu trouves que c'est un petit peu long. Ouais, on peut par exemple mentionner la dernière sous-collection, la plus proche de la navigation du produit, si on se parle encore de produit. Sinon, on peut aussi imaginer de réduire la taille du nombre de caractères. On travaillait par exemple sur le projet de Max and the City. Ils ont des noms de collections qui sont assez immersifs quand on est sur les collections, avec par exemple notre sélection de casques de ville. Sur le fil d'Ariane, on peut tout à fait renommer ça par casque, ou après c'est à décider en fonction de notre stratégie SEO, de voir quels sont les mots-clés hyper pertinents pour cette collection en question. Mais ouais, effectivement, point d'or un peu du SEO sur la fiche produit. Ouais, c'est un sujet aussi parce que il y a des choses qu'on peut faire à niveau technique que les gens ne savent pas. Des fois on se dit ok merde, Shopify va venir m'imposer la sous-collection, enfin la collection précédente dans laquelle était mon produit. En fait on peut aller créer des métafields rattachés à des produits pour se dire en fait ça sera ça la collection précédente sur laquelle je veux que mon produit soit référé en tant que collection précédente dans le fil d'Ariane. Pourquoi faire ça ? C'est parce qu'en fait généralement par rapport
aux mots-clés sur lesquels on veut se positionner sur son site pour pouvoir mieux ranker en SEO, on va aller se dire, l'exemple que je donne fréquemment, c'est par exemple chaussures rouges, chaussures Nike rouges. Est-ce que tu vas aller dire que c'est dans ta sous-collection c'était les chaussures Nike ou c'était les chaussures rouges? Donc il faut parfois décider de quelle sous-collection tu veux aller attribuer à ton produit. Donc en fait en fonction de ça on peut te créer un métafiltre qui te permet de choisir ce sur quoi tu préfères aller appuyer, sur les chaussures rouges ou les chaussures Nike rouges ou encore autre chose, chaussures à lacets, j'en sais rien. C'est pas hyper fréquent d'avoir ce genre de situation, mais en tout cas on peut venir affiner comme ça le fil d'Ariane pour avoir un truc plus précis. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce point-là ou est-ce qu'on passe à la suite? Plutôt bon pour moi. Ok, ça marche. Restons sur l'essentiel. Donc le deuxième point c'était les filtres sur les pages collection, principalement. Vous me dites si je dis une bêtise ou si on devait parler sur un autre sujet, mais c'est exactement ça. Principalement sur les pages collection. Donc aussi hyper important. Donc on peut dire les filtres, c'est un truc tout bête. C'est je suis sur ma page collection, je vais filtrer parmi je parlais des chaussures rouges, genre des chaussures qui sont rouges. Oui, ok, c'est tout bête, mais en fait on peut être confronté à des problèmes, notamment quand on a beaucoup de produits sur les filtres et Oriane, je vais te laisser expliquer pourquoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est donc les filtres, c'est un peu un incontournable des pages collection, ça on en est déjà tous conscients. Mais l'idée, c'est de se mettre vraiment à la place du client et de la façon dont il va s'en servir. Et on veut donc lui simplifier la tâche pour aller vers les produits qui sont dans les collections en question. Il faut absolument qu'on arrive à standardiser un peu les valeurs de filtres. Je pense par exemple à un exemple très commun, c'est les couleurs. On va souvent avoir tendance à retrouver un champ de couleurs hyper long parce que du coup les marchands veulent mettre le bordeaux et puis le rouge et puis le corail et en fait l'idéal c'est d'arriver alors soit à standardiser des champs directement sur les fiches produits en Metafield, soit de se dire en fait on peut aller créer des groupes de champs dans le Search and Discovery de Shopify pour se dire en fait voilà mon corail, mon bordeaux et mon rouge ils appartiennent tous à un champ que dans les filtres on va nommer rouge pour essayer de permettre aussi une recherche plus exhaustive via les filtres. Exactement. Parce qu'en fait, le problème qui peut se passer, c'est genre, tu as en réalité 10 produits qui sont plus ou moins dans les teintes rouges, mais il y en a une c'est corail, l'autre c'est rouge, l'autre c'est bordeaux, l'autre c'est machin. Et en fait, quand tu vas rechercher genre rouge, tu vas tomber avec juste un produit, alors qu'en fait, tu pourrais très bien en avoir 10 qui correspondent plus ou moins à cette couleur-là. Donc, tu viens te couper quand même d'une recherche. Je dis, ah merde, mais moi, je suis sur un site de vêtements. Je prends l'exemple de Tressé, qui est un de nos clients, par exemple. Tu vas chercher robe rouge. Tu vas dire, mais merde, ils n'ont qu'une robe rouge, alors que pas du tout, ils en ont 15, tu vois. Mais si jamais tu n'as pas fait cette corrélation, pas du tout, cette connexion, pardon, entre ces différents mots au travers de Search and Discovery, c'est ça, en fait, tu vas te retrouver avec un seul produit, alors que tu pourrais en avoir 10, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est problématique. Et encore meilleure technique pour permettre de découvrir l'exhaustivité de cette offre-là, c'est de proposer des solutions de pré-filtrage. Ouais, exactement. Ça, c'est ce qu'on a fait assez récemment sur plusieurs A/B tests chez nos clients. Donc, je vais parler de French Munch notamment, où on est venu directement filtrer. On a créé 3 CTA simplement, où on parlait de désavantages que certains champignons pouvaient avoir, donc que ce soit pour l'énergie, le sport, etc. Donc, on a mis directement ces 3 CTA très visibles. Du coup, ça a permis d'augmenter le taux de clic sur les fiches produits parce que les clients qui arrivaient sur le site qui n'étaient pas forcément sur la bonne catégorie, au moins ils avaient la possibilité de refiltrer directement. Et en plus on a réduit aussi le taux de rebond de quasi 6%. Donc c'est plutôt des stats intéressantes avec un changement assez mineur finalement pour avoir fait d'autres tests aussi là-dessus. Là actuellement on a juste testé des CTA avec un texte, rajouter des visuels aussi, ça c'est très parlant et ça fonctionne beaucoup. Ça tu l'avais fait sur Fago il me semble. Chez Fago on l'a fait, donc après on avait des beaux visuels de fringues, d'accessoires et tout. On a quasiment doublé par rapport à juste mettre un simple CTA et un simple lien. Après, on parle pas mal des filtres aussi. Je pense que c'est bien aussi de garder en tête que sur une page collection, faut avoir un respect de la ligne de flottaison aussi, où c'est important qu'on voit les produits. Les filtres sont importants, mais le produit l'est encore plus. Donc l'idée, c'est de respecter aussi, de pouvoir au moins voir une ligne de produits, je vais parler surtout mobile, mais au moins 2 produits et au moins d'apercevoir déjà les 2 autres produits en dessous pour pouvoir scroller et naviguer facilement, quoi. Ouais, ça me semble l'indispensable.
Et tu l'as pas donné, mais tu avais noté dans les stats, tu disais qu'on avait un taux de clic qui était supérieur de 5 à 7% quand même quand tu rajoutais ces préfiltres. Alors, dit comme ça, on dit ouais, bon, c'est pas énorme, mais en fait, c'est beaucoup. Avec juste un rajout d'une toute petite ligne avec des boutons, donc ça, c'est vraiment cool. Et généralement, indirectement, ça permet aussi d'augmenter l'ajout au panier, le taux de conversion, etc. Donc, en général, la stat suit derrière, il y a le taux d'ajout au panier monte, le taux de conversion aussi monte, en général. Du coup, on a un taux de rebond qui baisse, ça permet aussi d'augmenter l'autorité du site si on voit qu'il y a beaucoup d'interactions avec le site, donc ça, c'est cool. Top, vous aviez d'autres points sur la partie filtre à évoquer, mais... Non, pardon, vas-y. Non, pour moi, c'est bon. Ok, très cool. Et le dernier point, quand vous avez préparé le podcast, vous en avez parlé, je dis « Ah, ça c'est très cool ». Alors les autres sont très cool aussi. Hein. Mais je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle jamais. C'est la réassurance. Alors si, on parle beaucoup de la réassurance. Justement, on en parle beaucoup. Mais c'est à chaque fois mettre un maximum de réassurance partout sur le site. Si tu as des frais de port qui sont offerts, du machin, du truc, faut en parler. Mais... là où je me suis dit c'est cool d'en parler là, ce podcast là, c'est mais en fait tu peux pas surcharger non plus tes pages tout le temps, donc il faut faire gaffe de quand est-ce que tu parles de ces différentes réassurances, et du coup c'est ce que vous allez nous expliquer, quand est-ce que c'est le plus pertinent de le mettre à tel ou tel endroit. Exactement. Je crois que c'est ça. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. En gros, la réassurance, comme tu le dis, on en parle beaucoup. On sait que ça a un impact significatif en général sur la conversion. Enfin, ça a un impact très fort. Mais après, il faut aussi savoir doser, comme tu dis, et peut-être communiquer sur les bons éléments au bon moment. Il y a un truc incontournable, c'est la top banner, c'est de communiquer au moins sur la livraison. Où est-ce que tu vas être livré en point relais. En point relais ou à domicile, et c'est surtout de communiquer à un moment donné sur le montant des frais de port. Tu vas communiquer sur la livraison en relais offerte dès 79 €, ça a beaucoup d'impact. Notamment tester le terme offert versus le gratuit. Le offert en général a un impact beaucoup plus significatif que le gratuit, parce qu'il y a un effet, c'est vraiment le site qui t'offre la livraison, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est ce qui te permet, j'ai l'impression, cette première info, même un peu avant d'avoir vu les produits. Bon, si t'es arrivé sur le site, c'est que normalement, ça peut t'être arrivé là par hasard en mode waouh, mais c'est quoi ce site, tu vois? Non. Mais le fait d'arriver sur le site, il y a quand même sans doute une intention d'achat un peu quelque part, ou en tout cas de se renseigner. Si t'as l'information directement que les frais de port sont offerts, boum, tu as cassé ce frein de la livraison, de je vais payer en plus du prix. Et donc tu dis ok, là je vais regarder combien coûtent les produits. Donc il y a un peu ce truc de justement je débloque des trucs au bon moment. Et en effet, ce qui peut paraître un peu contre-productif de se dire ok, on parle directement des frais de port qui sont gratuits, pas du tout, parce que ça te permet justement de passer à l'étape d'après, de dire ok, les frais de port sont gratuits, je vais aller creuser un peu plus loin, quoi. Exactement. Après, pour continuer, donc sur la HP, les pages collection aussi, ce qui peut être pas mal, c'est aussi de communiquer sur les éléments forts et différenciants de la marque. Si tu as un produit qui est made in France, il faut le valoriser. Si tu as un produit qui est vegan, il faut le valoriser. Tous les labels que tu as pu avoir, faut les mettre en avant. Je pense notamment le fait d'être une entreprise à mission, d'être une entreprise B Corp aussi. C'est des éléments très forts et avec une très forte valeur ajoutée, qui maintenant en plus sont assez connus avec les utilisateurs et tout, donc autant en profiter et les valoriser au maximum. Après on peut aussi, ça se fait pas mal sur la HP justement, c'est de montrer que l'entreprise, le site sur lequel tu es, il est à taille humaine, donc c'est peut-être parler des fondateurs, mettre en avant que l'équipe elle est française aussi. Voilà, c'est des petits plus qui peuvent faire une petite différence par rapport à un autre site que tu connais pas ou tu sais pas d'où ça vient, etc. Est-ce que, je te pose des questions, j'ai pas la réponse, mais est-ce que tu avais fait un test justement chez Fago avec genre sur la homepage mettre Nicolas et Fred en photo, voir la différence? Vous aviez fait des A/B tests comme ça? On n'a pas A/B testé ça. C'est vrai que les A/B tests sur les homepages, on était plutôt sur booster la recommandation, vraiment plus sur ces aspects-là. Non, mais ça peut être intéressant de le faire, tu vois. Ouais, genre je pense sur certains de nos clients, mettre une section fondateur ou pas et voir un peu la différence d'impact. C'est à tester. Je le note dans ma roadmap. Et on parlait sur le podcast d'avant justement avec les gars sur y a ce qu'ils ont appelé, ça s'appelle comme ça, c'est pas eux qui l'ont appelé comme ça, le design émotionnel. Lui disait le fait de justement avoir un univers où tu montres que les fondateurs sont là, c'est un des aspects de ça, mais ça permet justement d'aller déclencher l'achat que tu n'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu justement cet aspect justement humain ou en tout cas émotionnel. Trop cool. Et pour continuer sur les pages collection aussi, quelque chose que j'ai A/B testé et que je veux continuer d'A/B tester parce qu'à chaque fois j'ai des résultats plutôt assez significatifs, c'est directement dans les résultats de
sur la page collection, mélangé au produit, c'est de rajouter des éléments de réassurance au travers un visuel. Tu vas communiquer, ça peut être justement sur des éléments différenciants de la marque, communiquer sur le Made in France, mais ça peut être aussi justement communiquer encore une fois sur les avis sur le site, la note globale du site, communiquer sur les frais de port, communiquer sur les délais de livraison aussi. Enfin voilà, là on peut faire un petit méli-mélo de tous ces éléments-là, et puis après de toute façon moi, je prêche ma paroisse en parlant de CRO, mais l'idée, c'est d'AB tester et d'AB tester des messages différents à chaque fois, et on voit ce qui performe le plus, quoi. Et je sais que ça a des impacts assez significatifs. Ouais, tu as fait des tests aussi sur le paiement plusieurs fois, de le mettre dans des cassures sur la page collection. Dans une cassure, c'est pas des pages collection cassées, c'est produit, et là, il y a une communication qui est différente dans cette grille. Sur du paiement en 3 fois, et tu as aussi des résultats qui étaient cool. Ouais, complètement. C'est un des exemples aussi qui est intéressant. Complètement. Même si la finalité faisait que l'utilisateur n'allait pas forcément faire du paiement en 3 fois sans frais, par exemple, mais au final, comme il avait ce message, justement, ça venait le rassurer de se dire que à la fin, dans son panier, il avait la possibilité d'utiliser ça ou non, quoi. Donc ça, c'était un bon point. Autre élément assez important sur les fiches produits et le panier, c'est de communiquer directement aussi sur les délais de livraison. Plus on est précis, plus le client il va être satisfait. Il faut savoir que, alors, je vais peut-être faire une généralité, mais dans quasiment 80% des cas, la livraison va avoir lieu en temps et en heure. Donc en général, on sait qu'un Colissimo, en 72 heures, tu es livré chez toi. Du coup, se dire que le lundi, tu commandes avant midi, tu recevras ton colis le jeudi, tu peux communiquer directement sur le fait que ta livraison elle aura lieu le jeudi. Communiquer sur cette date ultra précise, c'est un très bon élément de réassurance, parce que le client il va pouvoir s'adapter, se dire peut-être que je vais me mettre en télétravail, ou je sais que ce jour-là je vais être au boulot, je vais me faire livrer au boulot, ou je serai en déplacement, je me fais livrer où je suis. Voilà, ça peut être ce genre de choses, c'est un bon plus. Pour continuer aussi sur le panier, c'est ultra bateau, mais parce que les paiements sécurisés, maintenant on sait que sur la plupart des sites e-commerce, à partir du moment où tu as un site e-commerce fiable et reconnu, le paiement sécurisé, c'est inné. Sauf que avec des AB tests que j'ai pu faire, le CTA commandé du panier, en général c'est souvent commandé qu'on a comme CTA dans le panier, tu le changes par un paiement sécurisé avec un petit icône d'un cadenas, et tu te rends compte que tu peux booster, alors j'ai mis combien, c'est entre 5 et 10% en fonction aussi de la cible, mais c'est un gros plus. Trop cool. Très bon point. En effet, j'appuie là-dessus. On avait aussi, avant que tu arrives, fait des tests là-dessus sur le fait de mettre paiement sécurisé ou pas. Et je confesse, j'étais le premier à dire ça sert à rien. Les gens savent que maintenant sur les sites de e-commerce, notamment quand il est bien fait et tout, ce qui appuie les paiements sécurisés d'ailleurs, quand ton site il est clean et très joli et tout, ça te rassure sur le fait que le paiement soit sécurisé. C'est vrai que le fait de le mettre, c'est con. On l'avait fait tester sur Live Happy Food, je crois. Au tout début, on l'avait pas mis, on l'a mis, on a vu une différence. C'est tout con, mais les gens, ça les rassure de dire il y a un paiement sécurisé. Alors que c'est toi qui l'as mis, et c'est clairement, il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit, mais en tout cas, le fait de le dire, c'est assez fou, quoi. L'exemple de Live que tu cites, il est assez cool, je trouve, parce que c'est typiquement le genre de marque sur lequel il y a beaucoup de messages et beaucoup de points sur lesquels on peut rebondir. Et donc je trouve que l'idée de se dire ok, on prend un peu de recul pour faire le point sur quelles sont les forces de ma marque, de mon produit, de mon positionnement et tout ça, et d'arriver à structurer et à hiérarchiser tous ces éléments de réassurance aux bons endroits sur le site, et c'est ça qui peut faire toute la différence. Tu vois, moi j'imagine bien, alors c'est un sujet sur lequel on est en train de bosser, Liv, mais sur la partie homepage, tu peux avoir peut-être de la réassurance sur des éléments un peu plus globaux, genre je sais pas, par exemple parler de l'équipe fondatrice, parler de peut-être faire un peu d'éducation aussi sur le Conjac, parler des produits et de la marque en tant que telle, et une fois que tu rentres sur les produits, là tu rentres plus dans l'histoire de réassurance sur la composition. Exactement, avant de passer, comme le disait Mathieu, au niveau du panier, sur des éléments de livraison et de paiement, quoi. C'est en effet ça, c'est-à-dire que si on est fait sur la homepage, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est-à-dire que si tu commences à rentrer dans la composition trop tôt sur ta page produit, plutôt que de rassurer sur ok, cette marque-là, elle est rassurante pour telle et telle raison, et c'est un produit qui est fait pour moi, pour ce pourquoi je suis venu le chercher, ça c'est un point
en général assez important aussi à prendre en considération, c'est que quand tu arrives sur une homepage, si tu commences à trop rentrer dans le détail, notamment scientifique, je me souviens d'un exemple avec Auré, qui est une marque de cosmétiques qu'on a accompagnée aussi cette année. Ils étaient trop dans la science, etc. Et on disait non mais arrêtez, c'est trop bien, c'est très cool. Quand les gens veulent creuser et sont prêts à acheter et qu'ils se posent des questions, c'est cool de l'avoir. Mais il faut plutôt dire ok, pourquoi j'irai acheter ce produit? Est-ce qu'il est efficace? Et c'est un peu la même chose avec Liv, l'exemple que tu viens de donner, c'est que Liv, c'est ok, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis par exemple, je sais que leur cible c'est notamment des femmes qui cherchent à perdre du poids ou en tout cas à maintenir leur poids de forme et ou des sportifs. Faut que ça se soit évoqué assez tôt dans la page pour dire ok, je suis dans cette cible, je creuse, je rentre sur la page et là en effet tu rentres plus dans la composition de les calories, etc. Même si la calorie c'est quand même un argument qui vient assez tôt chez ces produits là quoi. Ouais. En fait il y a 2 écueils en général, c'est soit on n'a pas pris le temps de prendre assez de recul et donc on manque d'éléments de réassurance alors qu'en fait la marque et les produits peuvent avoir des points positifs mais on a du mal à avoir le highlight sur le site. Soit il y a un peu un effet fourre-tout, on parle du paiement sécurisé un peu trop tôt, on parle de notion de composition un peu trop tôt sur la fiche, sur la homepage. Carrément. C'est de la structuration des infos. Ouais, tu peux les perdre. Donc ouais, faut faire attention à ça sur les messages. On a fait aussi des A/B tests sur French Mush aussi sur l'aérobanner. Des trucs tout bêtes, mais le fait de commencer par tel ou tel mot, ça n'a pas le même impact. Tu vois, si tu commences par champignons, tu dis je suis venu chercher des champignons. Ok. Si tu viens chercher du bien-être, mais peut-être que tu étais aussi curieux d'acheter des champignons parce qu'en fait c'est ça qui te faisait délirer, tu voulais tester, etc. Exactement. Ça n'a pas le même impact quoi. Donc c'est hyper important de voir c'est dans quel ordre on met cet argument-là. Homepage plus est-ce que je suis venu pour ça, enfin est-ce que je suis dans cette cible là, est-ce que ça me correspond, avec le petit truc un peu de différenciation que t'expliquais, enfin différenciation, tout le monde est censé le faire, mais sur les frais de port sont offerts, j'ai passé cette barrière. Après c'est hiérarchie des informations et des arguments de vente en fait, en schématisant. Ok, très cool. Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur ce point-là? Ouais, moi je repense à une chose, justement, là comme on va arriver dans la grosse période des Black Friday, Noël et tout. On fera un épisode spécial Black Friday, ça me fait penser. Tu le notes? Je le note. Il y a quelque chose qui est assez important en fait, c'est quand on a une politique de retour qui est assez souple. Si par exemple tu fais du 30 jours ou autre, le mettre en avant sur ta fiche produit, même sur les pages collection, en fait le client va se dire ok, là je vais commander un produit pour Noël, mais je suis le 10 décembre, la loi veut que tu aies 14 jours normalement pour le délai de rétractation légale, mais si toi ton site tu as un peu de souplesse justement, la personne va avoir le temps d'offrir son cadeau. Si tu es sur des fringues, la taille lui va pas, ou si tu es sur un produit de cosmétique et finalement c'est pas le type de peau qui lui convient et tout, tu peux justement te dire ok, facilement je vais pouvoir le retourner, derrière je vais être satisfait parce que je vais pouvoir recommander un nouveau produit qui va être adapté pour la personne quoi. Ouais. On peut saisonnaliser sa réassurance aussi quoi. Ouais, carrément, non mais complètement. D'ailleurs il faut le faire pour des événements justement particuliers comme ça. Et pour compléter ce que tu disais sur cette partie réassurance sur les retours, sur Max and the Stick on a quasi finalisé, qu'on va lancer, on sait pas trop quand mais bientôt, donc c'est un site qui vend des casques de vélo premium à Noël notamment, et déjà l'année dernière, même avant qu'on refasse le site, il y avait un système qui disait très peu avant Noël, genre 3-4 jours avant, si vous utilisez Chronopost, vous aurez votre cadeau avant Noël. Et ça, évidemment, tu ne mets pas toute l'année. Et c'est pas très grave, parce que même si c'est payant et que ça coûte, peut-être tu le vends 12 € la livraison, là, pour le coup, tu vas quand même, parce que quand tu es à la bourre comme moi sur tes cadeaux de Noël, c'est un argument clairement qui fait la différence, quoi. Je confirme. On l'a A/B testé chez Fago et ça a cartonné, justement. Ah bah oui, ça peut le faire. Mais là, il faut y aller franco, il faut y aller avec des systèmes de countdown. La livraison sur ces moments hyper charnières. Après, tu as quand même intérêt à... Tu vois, tout à l'heure, Mathieu parlait du fait de préciser quand même la livraison, de quand est-ce que tu vas le recevoir, plus ou moins sur une journée, tu vois. Parce que ça, tu dis, ok, en effet, je me mets en télétravail, je vais recevoir mon colis et tout. Par contre, si là, tu te craques, parce que tu t'es dit, bon, à peu près, on va réussir à envoyer à tout le monde. Si même t'en as que 5% ou t'envoies pas le bonjour, tu te fais, je pense, dégommer. Donc c'est compliqué. Surtout donc là, faut quand même être assez serein sur son délai quand même. Je pense qu'il faut prendre un petit 24 heures de marge quand même. Et pas genre le 24 dire tu vas le recevoir demain matin à 8h, quoi. Je pense pas. Ouais, grosse coordination avec cette team logistique à faire avant les fêtes. Ouais, carrément. Et aussi, il faut avoir confiance en Chronopost, si c'est Chronopost ou le transporteur qui est utilisé, quoi. Et trop cool, merci beaucoup. Au final on a fait 24 minutes, donc on voulait faire 10 minutes, mais franchement c'était passionnant. Je pense que c'est un épisode qui va bien intéresser les gens.
Donc merci beaucoup d'avoir bossé un peu au dernier moment, parce que c'est moi qui vous ai demandé de bosser là-dessus il y a à peu près 4 heures. Donc merci, c'était très cool. Et puis on se reverra sans doute pour un épisode, sans doute spécial Black Friday, ça pourrait être hyper cool. Un plaisir. Disponible. Ça marche. Ouais, salut, ciao. Merci beaucoup. Merci.